l'émission Alfonso Noula sur Télé Antilles. Je suis à la Martinique et je suis à côté de moi, il y a monsieur Pascal Safas qui est... Pascal Safas, je suis universitaire. Universitaire. Alors pourquoi qui nous fait l'amitié d'être avec nous sur Télé Antilles? Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours déjà? Écoutez, moi j'ai un parcours classique d'universitaire, c'est-à-dire que j'ai fait en fait un DUG, une licence, une maîtrise, un DEA, un doctorat, et ensuite j'ai passé quelques années après ce qu'on appelle une habilitation à diriger les recherches, et donc tout ceci m'a conduit à passer d'abord le concours de maître de conférence, puis après d'être nommé professeur des universités. Et à un moment, vous étiez président de J'ai été aussi président de l'Université des Antilles et de la Guyane de 2009 à fin 2012, oui. Vous avez encore des rapports avec les gens de l'université? En fait, je travaille toujours à l'université. Je ne suis plus président, mais je suis toujours enseignant-chercheur à l'université. D'accord. L'objectif de notre émission, de notre rencontre, c'est de parler de la Martinique, l'état de la Martinique, parce qu'il paraît qu'il va se passer des choses dans les jours à venir. Donc, comment va la Martinique? Écoutez, si on parle du plan environnemental, la Martinique, comme de nombreux territoires caribéens, c'est un territoire qui est soumis à ce qu'on appelle une anthropisation très forte. L'anthropisation, c'est l'impact de l'homme. Il faut savoir que la Martinique, ce sont 400 000 habitants, grossièrement, sur un territoire qui fait 1100 km². Ça veut dire une densité de population de 360 habitants par km². Quand on sait qu'en France hexagonale, on a en moyenne 130, 140 habitants par km², c'est-à-dire qu'on a quasiment presque 3 fois plus d'habitants au kilomètre carré en Martinique, et donc la pression sur le milieu est très forte, et donc cette pression conduit à des, à des dégradations, et qui sont des dégradations qui sont d'autant plus dommageables que le territoire est petit, donc c'est-à-dire qu'elles sont surexprimées, qu'elles se voient très vite sur un territoire continental. Quand vous avez quelques dégradations, vous n'en prenez pas conscience tout de suite parce que le territoire est vaste. En Martinique, on prend très vite conscience des dégradations parce que le territoire est petit, et les conséquences de ces dégradations se font sentir très vite en fait. D'où votre combat, c'est d'informer le maximum les téléspectateurs. Disons que moi, il y a une chose qui me tient à cœur, c'est de transmettre l'information scientifique au plus grand nombre. Parce que je crois que l'information scientifique ne doit pas rester confinée au niveau des chercheurs, au niveau donc des scientifiques, mais tout le monde doit se l'approprier. Alors bien entendu, cette information scientifique, il faut, je dirais, la mettre à la disposition du plus grand nombre, c'est-à-dire trouver les mots justes pour que le plus grand nombre puisse se l'approprier. Et donc c'est ce travail de vulgarisation que je tente de faire depuis maintenant plusieurs années, par le biais soit d'émissions radiophoniques, d'émissions télé, de petits reportages, le tout étant que monsieur tout le monde prenne conscience que son territoire, donc la Martinique, mais plus généralement les territoires, parce que là nous vivons en Martinique, et donc bien évidemment l'idée c'est de protéger la Martinique, mais la dynamique est exactement la même partout ailleurs dans le monde. L'idée c'est que l'homme prenne conscience qu'il faut protéger le milieu qui nous est prêté, si j'ose dire. Il y a des gens qui disent que, en parlant de ça, c'est faire peur à la population. Mais beaucoup de personnes, en effet, vous avez raison, tiennent ce discours et disent que je fais peur à la population. L'objectif, vous l'aurez compris, n'est absolument pas de faire peur à la population. L'objectif, c'est tout simplement d'informer. Je crois que, vous savez, quelqu'un me disait il y a quelques années, l'information, c'est le pouvoir. Et je crois qu'à partir du moment où on est informé, déjà, on ne peut pas dire je ne savais pas. Et deuxièmement, quand on est informé, on peut prendre les bonnes décisions, on peut adopter les bonnes attitudes pour justement corriger ce qu'il y a à corriger. Donc certains comportements qui ne seraient pas idoines, et donc qui permettraient à la population de ne plus dégrader ou de moins dégrader son milieu. Comme on dit Alfonso Noula, parce que là on est au bord de mer, est-ce que dans 50 ans on sera amené à venir ici de faire une interview ou de se baigner juste là? Est-ce que ça ne va pas se dégrader? Alors très honnêtement, je ne sais pas si dans 50 ans, exactement à l'endroit où nous sommes... On est sur le Nord Caraïbe. Oui, mais je ne sais pas si dans 50 ans, à l'endroit où nous sommes, il y aura encore... nous serons encore là, parce que l'érosion côtière est un problème majeur en Martinique. Quand on prend des cartes de la Martinique d'il y a 300 ans, et quand on les compare aux cartes actuelles, on se rend compte que les marges côtières ont fortement régressé. Donc il y a ce qu'on appelle une érosion. Et la Martinique perd du terrain, perd du territoire comme ça chaque année. Et particulièrement sur la côte nord Caraïbe, c'est un élément qui est très visible. D'ailleurs, s'il y a un enrochement là, comme on peut le voir aujourd'hui, puisque nous sommes assis sur des blocs, c'est justement pour éviter cette érosion, pour freiner cette érosion. Donc dans 50 ans, nous ne serons peut-être plus là, mais il faut tout faire justement pour qu'on prenne conscience. Vous voyez par exemple les maisons qui sont construites à même la plage, ça aussi ça participe de l'érosion, parce que ce sont des maisons qui
ont figé. Enfin, ce qu'il faut savoir, c'est que le littoral, c'est une zone qui est dynamique, c'est une zone qui est mobile. Donc il y a des échanges de sable entre le bas et le haut. Si vous cimentez la partie haute, il ne peut plus y avoir d'échange entre le bas et le haut, et donc ça favorise l'érosion. Donc on ne pourra plus aller dans un bar ou dans un petit restaurant au bord de mer alors, si je comprends bien. Non. Parce que ça fait du bien d'avoir les pieds dans l'eau, la tête au soleil. C'est clair, mais dans 50 ans, c'est sûr que si on continue à aménager comme on aménage actuellement, la probabilité qu'on ait les pieds dans l'eau, on aura sûrement les pieds dans l'eau, mais pas pour les mêmes raisons. Et le Nord-Atlantique, comment va le Nord-Atlantique? Ça sera la même chose? La problématique, elle est grossièrement la même à l'échelle de l'île, que ce soit au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest. La problématique d'érosion touche tout le littoral. Alors, il y a des zones comme le Nord Caraïbe qui sont un peu plus affectées que d'autres, mais de façon générale, la Martinique est soumise à l'érosion, comme toutes les îles de la Caraïbe. C'est ce que j'allais dire, parce qu'on parle souvent de la Martinique, je pense que la Dominique est concernée. Et j'ai l'impression, vous avez des homologues des autres îles pour en parler, et que comment ça se passe pour les autres îles de la Caraïbe? Je connais bien la plupart des autres îles de la Caraïbe, et la dynamique est grossièrement la même. Toutes les îles de la Caraïbe souffrent de l'érosion côtière, et vous avez des territoires qui sont en train de s'amenuiser comme une peau de chagrin, et malheureusement qui n'ont pas forcément les moyens de lutter contre cette érosion. Nous avons la chance d'être dans un système, le système français, qui nous permet nous avons quand même des moyens, des fonds pour aménager. Dans d'autres îles, ce n'est pas forcément le cas, et donc ce sont des îles qui subissent l'érosion de façon assez marquée. Voilà, on a une petite bénédiction, voilà, il y a un petit averse qui va s'approcher là. Donc voilà. Donc ce que je voulais dire aussi, c'est que comment vont les mangroves? Mais la mangrove, c'est un espace qui est pourtant un espace d'une richesse inouïe. C'est un espace qui aurait... Est-ce que vous pouvez expliquer aux téléspectateurs la mangrove, c'est quoi et qu'est-ce qu'on y trouve? La mangrove, c'est une forêt, mais qui pousse les pieds dans l'eau, donc c'est ce qu'on appelle une forêt littorale. Et dans la mangrove, on y trouve un arbre en particulier qu'on appelle le palétuvier. Un arbre qui, pour celui qui est le plus connu, il a des racines échasses, ce qu'on appelle des racines en arceaux. Et donc un peu comme une araignée, si vous voulez, il tient dans la vase grâce à ce système de racines échasses. C'est un lieu de reproduction où vous avez tous les alevins, les petits poissons qui viennent se nourrir et se reproduire, des oiseaux en grande quantité, et donc c'est un lieu où la biodiversité, qu'elle soit animale ou végétale, est quand même très importante et très diversifiée. Le problème, c'est que la mangrove, comme elle a une odeur un peu il y a une odeur de putréfaction parce que c'est un lieu où il y a quand même une fermentation importante. Pendant longtemps, c'est un lieu qui a été vraiment méprisé par les hommes, et comme il a été méprisé, les gens ont fait une association d'idées. Ça sent mauvais, donc on peut y entreposer des déchets. J'allais vous poser la question, comment va l'état de la mangrove à la Martinique? Et on parle de la Martinique, mais c'est valable pour la Guadeloupe et les autres îles. Est-ce que nous pas fait n'importe quoi? En fait, dans la mangrove, malheureusement, on a beaucoup dégradé la mangrove. Il faut savoir qu'elle se réduit, elle aussi, à peau de chagrin. Donc, mais on peut dire quand même qu'il y a un sursaut de nos jours. La population a pris conscience que la mangrove est un lieu quand même de reproduction, un lieu de vie, un lieu fondamental. Et donc, vous avez de nombreuses associations qui militent pour la protection de la mangrove. Il n'empêche que pendant des décennies, elle a été fortement dégradée, et qu'à la place, on y a construit des routes, on y a construit toutes sortes d'infrastructures qui ont quand même fortement dégradé le milieu. D'accord. Il y a beaucoup à faire. Il y a énormément à faire en matière environnementale, mais c'est aussi d'une certaine manière une bénédiction, parce que plus il y a à faire et plus ça donne du travail, ça permet la réflexion aussi. Voilà. Le mieux, ça serait d'aller habiter en forêt ou en race campagne, ou bien dans les collines alors? En réalité, le meilleur endroit, si vous voulez, il est partout. La seule chose, c'est qu'il faut respecter le milieu. Nous pentissons aussi là quand même, puis c'est ça la Martinique, c'est ça les Antilles. Est-ce qu'on est prêt pour un cyclone, un séisme à la Martinique ou aux Antilles? Est-ce que nous, aux Antilles, on est prêt? Écoutez, le problème, c'est qu'on n'est jamais prêt face à ce type d'événement. On a beau dire qu'on se prépare, et Dieu seul sait que ce soit les services de l'État ou les associations qui font quand même un travail important pour informer la population, mais malheureusement, face à des événements qui sont aussi importants que ceux dont vous venez de parler, ouragans, séismes, on n'est jamais prêt, parce que ce sont des phénomènes qui sont d'une violence inouïe. Alors, il faut quand même noter que face aux ouragans, la population a quand même maintenant pris conscience de la situation et commence à avoir des mécanismes qui sont quand même... Il y a quand même des études au niveau des sols. Voilà. Oui, mais enfin, ce que je veux dire, c'est que, si vous voulez,
les phénomènes physiques, les aléas sont connus. Après, c'est comment réagit la population face à l'aléa. La population face à l'ouragan commence à réagir de façon relativement positive et connaît les conduites à tenir. Par contre, face au séisme, j'avoue que la population est quand même encore un peu désemparée en dépit de tout le travail qui a été fait d'information, parce que les gens ont peur vraiment du séisme. Autant l'ouragan, elles en ont moins peur parce que c'est un phénomène qui est annoncé plusieurs jours avant, on peut le suivre à la télé, on sait qu'il arrivera à telle heure, etc. Alors qu'un séisme, comme pour les volcans aussi. Voilà, c'est comme pour un volcan. Alors qu'un séisme, c'est subit. C'est voilà, on peut parler là, et puis il y a un séisme, et ça peut être un séisme majeur. Et donc la population en a tellement peur que certains refusent même l'idée simplement de se préparer. Ils se disent, bon ben, advienne que pourra, et puis de toute façon, voilà, il y a un Dieu, et puis il pourvoira. Le problème, c'est que il ne s'agit pas d'opposer la foi et la science. On peut avoir ses convictions religieuses, mais en même temps se préparer. Se préparer, c'est avoir son sac de survie, c'est aussi chez soi faire ce qu'il faut pour bien fixer les étagères. Est-ce qu'il y a suffisamment d'informations, de formation et d'informations? Il y a de plus en plus de formation et d'informations. Suffisamment, je ne saurais dire, il n'y a jamais suffisamment. Mais en tout cas, il y a de plus en plus de formation et d'informations, tant des services de l'État que des associations qui s'investissent dans les quartiers, ou voilà, je pense par exemple à des associations d'infirmiers et d'infirmières qui s'investissent de plus en plus, parce qu'on veut faire chuter le nombre de victimes potentielles en cas de survenue d'un séisme, d'autant que, alors là je vais faire peur justement à la population, d'autant que l'on sait qu'on a un séisme majeur aux Antilles tous les 150 ans, et que le dernier vraiment séisme majeur date de 1839, donc ça veut dire qu'on a déjà largement dépassé la période de récurrence de 150 ans. Donc il faut s'attendre dans les années à venir, alors ça peut être demain comme ça peut être dans 50 ans, mais il faut s'attendre à un séisme majeur dans les années à venir. D'où la nécessité de se préparer sérieusement, et se préparer une fois de plus, c'est s'informer et surtout faire le nécessaire chez soi pour fixer les meubles, ne pas laisser des objets contendants au-dessus des placards, parce que si le placard s'effondre pour que les objets ne tombent pas sur vous, c'est avoir les bonnes conduites à tenir, par exemple savoir qu'il faut se mettre sous une table, se mettre dans l'encadrement des portes, etc. Et surtout transmettre cette information aux plus jeunes. Voilà. Je vais remarquer quelque chose par exemple chez les Japonais, et c'est dans leur culture quand même, le séisme. Est-ce qu'on a ça dans notre peau, on vit avec? Alors, le Japon étant un archipel extrêmement sismique, il y a dans les écoles nippones des exercices qui sont vraiment réguliers, quasi hebdomadaires. Alors, nous n'en sommes pas là, malheureusement, mais c'est vrai que dans les écoles, il y a maintenant l'obligation d'avoir au moins une conduite à tenir, au moins un exercice par an dans chacune des écoles. Alors, ce n'est pas suffisant, mais c'est déjà bien. Ça permet aux élèves d'adopter quand même certaines postures et certains comportements. Mais j'insiste sur le fait qu'il faut que la population arrive à dépasser sa peur et à regarder les choses de façon rationnelle. Un séisme, c'est comme un ouragan, c'est comme une éruption volcanique, c'est un phénomène naturel. Alors, bien entendu, il faut bien se dire que ce sont des phénomènes qui sont dangereux, violents, mais face à ces phénomènes, quand on connaît les bonnes conduites à tenir, on arrive à faire chuter quand même la vulnérabilité des populations grandement. Et donc, plus on adoptera les bons gestes, les bons comportements, et plus on sauvera des vies. Les petits, on peut commencer à faire ce travail-là. Mais on parle de chlordécone, des pesticides. On dit que la Martinique, les Antilles, c'est pollué par les pesticides. Est-ce qu'il y a une façon pour améliorer tout ça? Est-ce qu'il y a des résultats? Est-ce que c'est contrôlé? Comment ça se passe? Alors, ça fait peur aussi. Alors ça fait peur aussi, c'est vrai, et ça a fait couler beaucoup d'encre ces dernières années. Alors, je sais que concernant les pesticides de façon générale, maintenant, il y a quand même des contrôles qui sont sûrement plus poussés qu'avant. Bon, il faut quand même savoir que ces produits sont des... Je vais prendre un exemple, je vais prendre un créole. Moi, manger un bel bois de poisson là, ça fait un peu manger un blanc de poisson, parce que j'ai vu un reportage concernant les poissons, ça fait peur. Alors, mais enfin, ça fait peur, oui et non, mais enfin, il faut savoir quand même qu'en Martinique, des mesures ont été prises, puisqu'il y a des zones qui sont interdites à la pêche. Donc, il faut aussi savoir où vous achetez votre poisson. Il s'agit de les acheter dans les... Mais on doit, c'est où? Ben, il n'y a pas de bon ou de mauvais endroit. Il faut si, c'est fiable. Il faut acheter simplement son poisson je dirais des mains des marins-pêcheurs, qui sont des marins-pêcheurs officiels enrôlés, et pas de Monsieur Sonson qui va comme ça de temps en temps pêcher dans des zones un peu cachées. Donc les marins-pêcheurs respectent eux la législation, puisque de toute façon ils ont des comptes à rendre. Et donc si vous achetez votre poisson dans une poissonnerie ou dans des mains d'un marin-pêcheur, je dirais enrôlé et dûment contrôlé, normalement il n'y a pas de risque. Est-ce qu'on peut parler de zones plus touchées par rapport à d'autres? Si on sépare la Martinique, allez-y. Comme
4 députés, en 4 parties. Non, sans scinder la Martinique en 4, j'aurais du mal à vous donner des zones précises. Mais ce qu'il faut bien retenir, c'est éviter de consommer les produits, par exemple, qui se situent à proximité des bananeraies. Vous avez des zones côtières qui sont à proximité de bananeraies. C'est sûr que si vous allez ramasser des soudons, vous allez ramasser, enfin bref, des produits de la mer qui sont en bordure de bananeraies, vous avez quand même de fortes chances d'avoir des produits qui sont en contact avec des produits phytosanitaires. Donc ça, il faut éviter ça, hein. Ça c'est évident. Alfonso, nous là, avec M. Safache, qui est là avec nous, sur Télantilles, donc on a parlé de pas mal de choses, hein. Le cas dit parole, qu'amène parole, c'est vrai, hein. Donc on a parlé de la mer, on a parlé des poissons, on a parlé de la terre, les séismes, etc. La faune et la flore, comment ça se passe? Mais écoutez, la Martinique... Les rivières, par exemple. Alors, on dit que les rivières sont contaminées aussi. Alors, les rivières, pour certaines sont contaminées, mais il y a quand même des... Là, il faut bien indiquer qu'il y a quand même des mesures qui sont faites régulièrement, hein, sur l'eau des rivières. Et il y a quand même il existe des organismes quand même dûment recensés qui effectuent des mesures quand même très régulièrement. Donc, si on respecte, je dirais, les normes et si on ne va pas chercher de l'eau de source, vous savez, vous avez beaucoup de personnes qui, peut-être parce qu'elles ont une philosophie un peu écolo, vont dans la montagne chercher de l'eau en se disant qu'elle est plus pure, etc. Il faut quand même faire très attention parce que vous avez des zones qui peuvent être des zones naturelles, mais où vous pouvez avoir des pollutions liées à des excréments animaux, etc. Donc je pense que si on va prendre de l'eau ou si on s'approvisionne dans les zones qui sont dûment référencées et recensées, on n'a pas de problème majeur. Maintenant, donc les rivières, de toute façon, comme sont vérifiées. Mais c'est vrai que par le passé, on a eu quand même en Martinique des problèmes de pollution dans les rivières. Alors maintenant, pour parler de la faune et de la flore, il faut quand même savoir que la Martinique, c'est ce qu'on appelle un hotspot, hein, c'est-à-dire une zone où la biodiversité est quand même très très importante à l'échelle mondiale. Et on a en Martinique ce qu'on appelle des espèces qui sont des espèces endémiques strictes, c'est-à-dire des espèces que l'on ne retrouve qu'en Martinique. Et si ces espèces disparaissent de la Martinique... On peut dire deux petits mots là-dessus sur les espèces? Vous avez par exemple le matoutou falaise, hein, pour prendre, si on parle de la faune, on peut parler du matoutou falaise, qui est une espèce que l'on ne retrouve qu'en Martinique. Vous avez d'autres espèces de plantes, les noms ne me reviennent pas forcément comme ça, mais que l'on ne retrouve qu'en Martinique. Je veux dire par là que si ces espèces disparaissent de Martinique, elles disparaissent de la surface de la Terre. Donc il faut bien... Quels sont les animaux les insectes qui sont en voie de disparition? Le problème, c'est que en voie de disparition, vous avez, on va prendre un exemple tout simple, les lucioles, par exemple. Vous voyez, quand il y a une vingtaine d'années, on va plutôt dire une trentaine d'années en Martinique, il suffisait d'aller un peu en bordure des bourgs et tout de suite le soir, vous aviez plein de lucioles qui illuminaient le ciel. Maintenant, il faut vraiment aller loin à la campagne pour les voir parce que... une bougie pour imiter. Oui, non, c'est tout simplement parce qu'on a pulvérisé tellement de pesticides, d'insecticides qu'on a tué. Enfin, c'est comme avant, toutes les personnes avaient chez elles des essaims de guêpes, par exemple. On avait des guêpes. Les guêpes ont totalement disparu. On les retrouve vraiment. J'en ai vu quand même quelques-unes. Mais en zone rurale. Mais en zone urbaine, on n'en a plus du tout. Alors qu'avant, vous aviez des guêpes un peu partout. Les abeilles aussi sont menacées. Les abeilles aussi sont menacées. Donc, s'il est vrai que la biodiversité animale et végétale est très importante, il est tout aussi vrai que l'homme, par ses actions, contribue quand même à faire reculer la chose. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Il faut quand même bâtir, il faut loger les gens. Il faut débraser, et c'est ça le problème. Puisqu'il ne faut plus habiter sur les littorales, comme vous venez de dire, machin. Il faut revoir tout cela. Donc, nous, quand la campagne, il ne reste plus rien. C'est toute la difficulté d'aménager un territoire insulaire. Les petites îles sont très difficiles à aménager parce qu'il faut à la fois respecter le milieu et en même temps, il faut répondre aux besoins de la population. Donc, c'est très, très difficile d'aménager les petits territoires insulaires. Ce qu'il faut faire, c'est prendre conscience qu'on a un milieu fragile et à partir de cette prise de conscience, bâtir des projets d'aménagement qui tentent d'être le plus respectueux de l'environnement. Mais de toute façon, on ne pourra jamais respecter tout parce qu'on sait très bien que ce n'est pas possible. Mais l'idée, c'est au moins tenter de respecter le maximum. Et nos élus, ils font quoi? Maintenant, il y a la CTM, il y a les maires, il y a les députés. Les élus, pour la plupart, contrairement à ce que l'on imagine et que l'on pense, les élus, pour la plupart, sont très sensibles à la question environnementale. Parce que c'est une question qui est vraiment au cœur des débats. Ça ne veut pas dire qu'ici ou là, ponctuellement, qu'on n'ait pas un ou deux élus qui ont des actions qui ne sont peut-être pas, je dirais, optimales. Mais de façon générale, et très honnêtement, moi j'ai vu l'évolution au cours des 20 dernières années, les élus sont de plus en plus sensibles aux questions environnementales. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour concernant la Martinique. On va dire des petits mots de Cuba jusqu'à Trinidad. C'est même bagaille alors.
La Martinique est une île de l'arc antillais, que ce soit les grandes ou les petites Antilles, les problématiques sont les mêmes avec quelques petites Je vous pose la question parce qu'il y a une chose que j'ai remarqué, on parle de la Martinique, même au niveau, c'est pas au niveau des médias, on n'entend pas suffisamment d'informations sur la Dominique qui a quelques kilomètres, Sainte-Lucie. On parle que de Martinique et de Guadeloupe. Pourquoi on ne se réunit pas pour faire un bon travail de Cuba jusqu'à Trinidad? Ben alors, eux se réunissent parce que ce soit dans le cadre de l'OECS ou dans le cadre de la CARICOM, vous avez tous ces États qui sont des anciennes colonies britanniques, par exemple, qui se réunissent. Ben ça donne du travail. Contrairement à ce que l'on pense, ce sont des États qui sur plein de domaines avancent et avancent vite. Alors, vous savez que la Martinique maintenant fait partie de l'OECS et donc il y a des réunions régulières auxquelles nous participons et de plus en plus on sent poindre cette émergence caribéenne, mais il faut encore un peu de temps pour que tout ceci prenne place. Vous savez, Rome n'a pas été bâti en un jour, donc cette émergence vraiment de la Caraïbe prendra encore un peu de temps, mais moi je reste confiant parce que je trouve qu'il y a quand même de grandes avancées depuis une vingtaine d'années. Il y a peut-être une question que j'ai peut-être oublié de vous poser, ça serait quoi? Non, je pense qu'on a fait un tour honnêtement très clair et très honnête de la situation. Moi, si vous me permettez le mot de la fin, moi je ne dirais qu'une chose, c'est soyons acteurs de notre développement, soyons acteurs de notre protection, c'est-à-dire que n'attendons pas que l'on nous impose de protéger le milieu, soyons proactifs et protégeons notre milieu. Voilà. Il faut dire aussi que ça passe sur les Antilles, sur toute la France, et puis aussi on invite aussi les touristes à venir nous visiter. N'ayez pas peur de venir à la Martinique ou à la Guadeloupe ou dans la Caraïbe. Tout à fait, le tourisme est une activité économique dont on a besoin. Vous avez également sorti des ouvrages, Monsieur Safache. Vous pouvez nous dire des petits mots? Oui, en fait, ces dernières années, j'ai sorti un certain nombre d'ouvrages sur l'environnement, donc des ouvrages qui traitent à la fois de risques naturels, mais aussi de la gestion donc, de l'environnement de façon globale et générale. L'idée, quelle était-elle? L'idée, c'était tout simplement d'offrir à la population le maximum d'informations pour les sensibiliser en fait. Alors cette information on peut la véhiculer soit par le biais de la télé, soit par le biais de la radio, mais aussi pour ceux qui aiment lire et pour ceux qui aiment obtenir des informations. Comment? On peut les trouver généralement si vous tapez Pascal Safache et vous avez donc la liste qui apparaît sur internet, et puis généralement après c'est contacter directement l'éditeur parce que malheureusement ils n'ont pas été publiés en un nombre, des milliers et des milliers d'exemplaires, donc directement chez les éditeurs il est possible de les commander. Voilà. Vous avez certainement une page Facebook, vous avez une page aussi. Non, alors, pas du tout. Alors, pas de page Facebook. Vous n'êtes pas à la page alors? Non, je ne suis pas à la page, comme vous voyez. Non, je reçois en fait des tonnes d'emails par jour. S'il fallait en plus que je gère une page Facebook, je ne m'en sortirais pas. Mais par contre, j'ai une adresse email universitaire que je peux donner si les gens veulent m'écrire. C'est pascal.safache, S-A-2-F-A-C-H-E, @martinique en toutes lettres, univ, univ-ag.fr, le tiret du 6. Voilà, donc je reprends pascal.safache @martinique.univ-ag.fr, et donc si les auditeurs veulent m'écrire parce qu'ils veulent avoir une information ou partager, je dirais un point de vue, un propos, je leur répondrai avec grand plaisir. Voilà, on est avec Pascal Safache sur le Nord Caraïbe. On vous souhaite une bonne continuation en regardant nos programmes.